Sur le plan professionnel, j'ai poursuivi une carrière qui avait commencé avec différents méandres, à la fois dans l'action, en travaillant à la ville de Paris et à l'université. Donc, je suis devenu en 2009 professeur à l'université de Nantes, une jeune université pour ce qui était de son département d'histoire de l'art, avec un pôle assez important avec Nicolas Faucher d'histoire de l'architecture. Et en 2012, j'ai rejoint la Sorbonne, qui était mon université de formation, où j'ai succédé à la chaire d'histoire de l'architecture moderne qu'occupait Claude Mignot, mon maître, précédemment. Et depuis quelques jours, je suis le directeur du centre André Chastel, donc l'unité mixte de recherche qui réunit donc des chercheurs du CNRS, de l'université et des conservateurs du ministère de la Culture, puisque c'est une triple tutelle qui s'occupe de ce centre qui est un des plus gros laboratoires d'histoire de l'art en France aujourd'hui et qui a une dominante assez fortement architecturale et patrimoniale, comme l'avait voulu André Chastel en son temps. Parallèlement, comme vous l'avez dit, j'ai aussi poursuivi une carrière, si j'ose dire, parce qu'on ne fait pas vraiment carrière dans le monde associatif en France, un engagement, le mot est plus noble et plus juste, je crois, dans le monde associatif. Et après avoir longtemps porté avec Anne Ponce les destinées de l'association Momus, qui était une association très critique, un peu poil à gratter de l'administration, mais qui s'était décalée à cause de bouleversements induits notamment par les règles de droit qui aujourd'hui limitent les recours des citoyens face aux abus. Et puis aussi, il faut le dire, la révolution Internet et la diffusion différente des messages aujourd'hui que font passer les associations dans le grand public. Donc j'ai été élu en 2011 à la tête de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la SPPEF, ce nom imprononçable qui rappelle que c'est la plus ancienne association française puisqu'elle a été fondée en 1901 au lendemain du vote de la belle loi démocratique des associations françaises. Et c'est une association reconnue d'utilité publique, nationale et agréée par le ministère de l'Environnement. Donc c'est en fait à la fois une vieille dame, une institution en soi, mais aussi une machine de guerre assez redoutable, puisque cet agrément permet notamment d'être très présent dans les tribunaux, et notamment pour tout ce qui est recours contre les permis de construire, de plus en plus délicat à attaquer selon les derniers règlements qui ont été pris par l'actuel gouvernement, qui restreignent encore la fenêtre de tir comme l'avaient déjà fait les gouvernements précédents. Ce n'est pas une question de couleur politique, c'est vraiment une question démocratie contre démocratie. Et puis également présente dans le domaine du paysage, avec en ce moment une énorme activité liée bien sûr au combat contre les objets industriels appelés éoliennes et qui ne sont pas une énergie propre mais une énergie sale, indépendamment du fait qu'elles abîment le paysage. Donc voilà, on est aujourd'hui dans ces problématiques-là. Le XVIIe siècle, ça reste effectivement... on est découpé en tranches comme les gâteaux napolitains, donc moi je suis 17e officiellement, mais à la Sorbonne, j'ai fait un tout petit peu évoluer la chaire, puisque je travaille beaucoup plus aujourd'hui, j'ai fait ma thèse sur un architecte de l'époque de Louis XIII, mais je travaille beaucoup plus sur l'architecture de Louis XIV et de Louis XV, c'est-à-dire une espèce de siècle de Louis XIV, pour parler comme Voltaire, qui irait des années 1660 à la Révolution néoclassique, et qui est un champ sur lequel aujourd'hui je pense qu'on peut retravailler beaucoup, parce qu'il n'existait pas vraiment sur le plan académique. Il y a la Renaissance, il y a le néoclassicisme, et entre les deux, il y a cette espèce de période un peu curieuse, avec plusieurs noms, baroque, classique, maniériste, atticiste, rococo, enfin, et tout ça enveloppe quand même une réalité qui est pour moi très fortement liée à la politique royale française de construction d'un État monarchique très puissant, aussi dans le domaine des arts. Et pour l'architecture, c'est évidemment très, très parlant, depuis les grands travaux de Mansart jusqu'à ceux de Gabriel. Donc il y a une espèce d'ici de période qui m'intéresse. Donc je travaille aujourd'hui aussi bien sur la fin XVIIe que sur le XVIIIe siècle. Quant à savoir d'où vient cette passion d'origine, c'est difficile au fond pour un scientifique de s'auto-analyser, mais c'est comme souvent, et c'est pas très original, des choses de l'enfance, des images très fortes, des bouleversements liés à des visites, tout simplement, parce que je crois beaucoup, évidemment, à la présence et au regard directement sur le monument, même si ma vie est plutôt dans des amphithéâtres. C'est quand même ça qui est irremplaçable, à mon avis, dans l'échange que le patrimoine peut avoir avec nous. C'est une question difficile, dans la mesure où d'abord nous enseignons l'histoire de l'architecture et pas forcément l'histoire de l'esthétique. Donc bien sûr qu'on fait une histoire des chefs-d'œuvre, évidemment. Une architecture de la symétrie, de l'ordre, une architecture qui assume l'inégalité de la société qu'elle représente, une architecture de la grandeur, une architecture évidemment aussi, et c'est peut-être une des choses que je dirais par exemple dans cette conférence sur les ornements, aussi
contrairement à l'image qu'on pourrait avoir du XVIIe siècle, une architecture poétique, même si le terme a été beaucoup utilisé pour d'autres périodes, avec une image pesante qui n'est pas du tout, évidemment, en rapport avec la réalité. Parce que c'est aussi une architecture diverse, c'est aussi une architecture très centralisée, parisienne, royale, et aussi très diverse sur les marges du royaume. C'est une architecture qui peut surprendre. Il n'y a pas de... Là, je trouve que les clichés qui sont très ancrés dans l'esprit des gens, je pense notamment à l'architecture religieuse, évidemment, puisqu'en France, on aime que les abbayes cisterciennes photographiées dans la collection Zodiac. Alors évidemment, dès qu'il y a un peu plus de mousse, dès qu'il y a un peu plus de marbre, dès qu'il y a un peu plus de sculpture, c'est la panique. Mais en même temps, il y a évidemment là une poésie, une richesse, mais pas richesse forcément dans le sens de démonstrativité pesante, mais au contraire, je crois, variété. C'est pas du tout cette image un peu classique, lourde, répétitive, avec des formules toutes faites. Je crois que c'est vraiment toute l'histoire du XVIIe siècle nous montre le contraire. Donc c'est ça qui me séduit, avec aussi évidemment la poésie de la sculpture, le détail. Il n'y a pas d'architecture sans détail. Ici, non. Trocadéro avec les fameuses citations de Valéry. Et donc, évidemment, la mise en œuvre, les matériaux, le détail, que ce soit le marbre, la pierre, la sculpture, le bois, le fer forgé, là on est à un moment d'apogée vraiment de ce que la France a pu faire dans ces domaines. Et donc ça contribue aussi à ce plaisir, qui est un plaisir général, intellectuel, et aussi un plaisir du détail. On pourrait poser même la question autrement, qu'est-ce qui n'a pas disparu? Voilà. Alors le XVIIe siècle a un peu disparu. J'ai coutume de dire qu'en général, on est dans la situation aujourd'hui des médiévistes il y a 20 ans et on sera demain dans la situation des antiquisants. C'est-à-dire que c'est vrai, on recule progressivement très très loin. Louis XIV fait encore figure, un peu bonne figure si j'ose dire, médiatiquement. Régulièrement, il est travesti avec la tête d'un président de la République ou d'un Premier ministre. Et c'est une espèce d'image comme ça, à la fois d'autorité, de grandeur. Il y a Versailles qui fonctionne, mais enfin à Versailles, qu'est-ce qui reste du XVIIe siècle depuis les derniers travaux de restauration? Ça devient assez difficile, donc c'est un monument qui est plus moderne qu'on pourrait penser. Mais il envoie des images, évidemment, touristico-historiques qui sont assez fortes. Le XVIIe siècle, on voit par exemple avec les étudiants, aujourd'hui c'est vrai que la période moderne, qui a eu tant de succès il y a 30-40 ans, la Renaissance, le XVIIe, le néoclassicisme aussi, c'est une matière qui a un peu disparu des écrans radars, alors qu'elle était, souvenez-vous, il y a 30 ans, c'était vraiment une grande période. Hein. Donc on a effectivement aujourd'hui ce sentiment qu'on recule un peu dans le temps, la culture historique, la culture religieuse, la culture littéraire, classique s'étant un peu amoindrie, c'est vrai que ça devient des périodes qui sont aussi complexes que finalement la chute de l'Empire byzantin. Enfin vous voyez, il y a ce côté qui est un peu terrible. Et puis il y a une surconsommation du contemporain dans l'histoire de l'art. Hein. Il suffit de voir chaque année les inscriptions en master de nos étudiants. Nous, quand on a 10 étudiants, 12 étudiants de master en première année, on est très contents. Nos collègues de contemporaine, ils ont des queues de 50 à 60 personnes devant la porte du professeur pour venir s'inscrire. Bon, voilà, c'est comme ça, on n'en est pas plus malheureux que ça, mais c'est sûr que à moyen terme, il y a une vraie interrogation sur la position qui a pu être celle de la période moderne dans le paysage académique. Une promenade chez moi d'abord, dans la Nouvelle Athènes. Ça, je suis très bien dans cet arrondissement du 9e, entre les grands boulevards et la place Saint-Georges. Une espèce de Paris qui serait encore Charles X et Louis-Philippe. Donc on n'est pas assommé par Haussmann, par exemple, dans ces quartiers-là. On est coincé par Haussmann, mais on n'est pas assommé par Haussmann. A contrario, une très grande tendresse, évidemment, pour l'avenue de l'Opéra et tout le quartier de la Butte aux Moulins. C'est-à-dire là, vraiment, pour le coup, un choc très fort entre le vieux Paris et un grand percement Napoléon III Haussmann, avec une passion pour cette façade que Garnier a placée comme ça au bout de l'avenue, qui n'est pas totalement perceptible tout de suite avec un jeu d'ouverture. Ça, pour moi, c'est quand même un très grand moment d'urbanisme et d'architecture. Et puis, toujours les vieilles... Alors, plus la promenade du Marais, parce que ça, le Marais, c'est devenu vraiment un quartier impossible, dans tous les sens du terme. En revanche, toujours les
le vieux Paris, c'est-à-dire quelques rues de la montagne Sainte-Geneviève, autour de la Sorbonne et du Panthéon, les Strapades, derrière le lycée Henri IV, et puis le cœur de ce qui reste vraiment, je ne veux pas faire trop Saint-Germain-des-Prés, mais évidemment, pour moi, le cœur du vieux Paris qui me séduit encore aujourd'hui tellement, et qui est resté finalement, même si c'est des quartiers qui sont aujourd'hui très, très chers, il n'est pas factice comme le Marais, c'est tout le quartier évidemment autour du cœur du 6e arrondissement, la Monnaie, l'Institut, la rue Bonaparte, la rue Jacob. Là, il y a vraiment l'essence de ce Paris que j'aime, qui est un Paris à la fois qui nous renvoie au vieux Paris sur le plan de l'architecture, et en même temps à l'histoire intellectuelle et humaine de ce Paris de l'ancienne France. Donc là, je suis bien dans ces rues-là aussi. Oui.